Bonjour à tous et merci beaucoup d'avoir sélectionné cette session aujourd'hui qui va pas parler d'IA générative, c'est rare, mais on va beaucoup parler de data, de trading, mais aussi beaucoup d'énergie. Et avant de rentrer plus dans le détail, vous avez probablement déjà vu des images impressionnantes de barrages hydroélectriques déversant des millions de mètres cubes d'eau en quelques secondes. Et pourquoi ce phénomène arrive-t-il? En fait, très souvent, c'est un flux d'eau qui est imprévu et qui arrive au niveau du barrage et qu'on sait qu'on ne va pas pouvoir transformer en électricité. Et ça s'appelle la congestion. Et ce même phénomène arrive au niveau du réseau électrique, quand il y a un gros flux d'énergie qui arrive et qu'on ne pourra pas consommer. Alors, ce phénomène de congestion est un gros challenge pour les opérateurs du réseau, mais aussi pour les énergéticiens. Et on va voir aujourd'hui comment Total Energies a réussi à transformer ce challenge précisément en une opportunité pour le trading en utilisant les batteries, mais aussi les services AWS. Je m'appelle Khaled Bouaziz, je suis Solution Architect et je serai accompagné de Yasmina El Fatmawi, Citizen Dev chez Total Energies, et Christophe Gastineau, qui est aussi Solution Architect. Alors historiquement, on pouvait représenter le réseau électrique ou le cycle de vie de l'électricité assez facilement. On pouvait représenter le réseau en tant qu'un verre, où on connaît déjà la contenance, et qu'on venait remplir avec de l'électricité provenant principalement de centrales thermiques, et avec les clients qui vont venir consommer directement à partir de ce verre. Si on voulait schématiser ça, on aurait des centrales thermiques autour de 50 000 à travers le monde, et ça passait par le réseau de transmission, transformation, distribution, jusqu'à ce que ça arrive aux consommateurs. Les patterns d'usage des consommateurs étaient déjà connus, où on pouvait facilement les prédire, et on pouvait facilement équilibrer la demande par rapport à l'offre. Aujourd'hui, on parle plus d'un mix énergétique. Alors, on n'a plus que les centrales thermiques qui produisent de l'électricité, mais on a vu apparaître avec la transition écologique et énergétique beaucoup d'énergies renouvelables comme l'éolien, le solaire, les batteries, mais aussi le nucléaire. Notre réseau de transmission n'a pas tant évolué que ça, c'est resté centralisé, mais ça a beaucoup changé dans les deux côtés, de la génération, mais aussi de la demande, où on est passé d'une génération très centralisée à une génération une production d'énergie qui est très décentralisée, avec autour de 10 millions de centrales de production à travers le monde, avec l'éolien, l'offshore, le solaire, mais aussi les centrales nucléaires. Et côté consommation, ça a aussi énormément changé, où on ne parle plus de consommateurs, mais de prosumers. Ça veut dire des consommateurs, mais qui produisent aussi de l'électricité chez eux. Et c'est devenu un flux bidirectionnel. Maintenir un équilibre pour ce réseau devient un vrai challenge pour les énergéticiens, mais aussi pour les opérateurs. Alors, si on veut représenter une courbe de consommation d'énergie ou de demande nette au cours d'une journée, on verrait qu'elle prend la forme d'un canard, où on a un pic de demande en fin de journée et avec un creux en plein milieu de journée. En interposant la courbe de production d'énergie solaire, qui atteint son pic vers midi, on verra que ça arrive pile au moment de la baisse de demande de consommation. En rajoutant la courbe de production d'énergie éolienne, qui est tout aussi intermittente, mais aussi imprévisible, il peut arriver que la somme des deux énergies produites, plus ce qui est produit par le thermique et les autres sources d'énergie, fasse déborder le réseau. Et ce trop-plein d'énergie qu'on ne pourra pas consommer, c'est de l'énergie perdue, et ça se représente par un phénomène qu'on appelle les prix négatifs. En fait, les opérateurs du réseau, quand il y a un trop-plein d'énergie, les producteurs comme Total Energies, s'ils veulent mettre l'énergie sur le réseau qu'ils ont produite, ils vont subir des pénalités et qui se manifestent par des prix négatifs à la vente. Ce phénomène a beaucoup progressé depuis 2014 ou 2018 avec la progression de l'énergie renouvelable, parce que c'est cette intermittence et cette imprévisibilité de la production qui impose ça. Et on verra qu'en 2024,
5,4% de l'électricité qui est produite est vendue à un prix négatif. Alors ça devient un gros challenge pour les producteurs de l'énergie pour rentabiliser et maximiser les profits, mais aussi pour les opérateurs qui perdent de l'énergie à cause de ce phénomène. Alors, quelles sont les solutions pour maintenir cet équilibre et globalement basculer entre la production et la demande? On peut penser à contrôler la consommation. Aujourd'hui, il y a des solutions qui permettent de contrôler les cycles de charge et de décharge des voitures électriques. Ça permet de baisser la demande au moment du pic, mais aussi on peut contrôler les systèmes de climatisation et de chauffage dans les entreprises ou dans les collectivités. Cette solution permet d'aplatir la courbe de demande et d'éviter le phénomène de pic et de creux, et ça permet de mieux prédire combien d'énergie on va avoir besoin. La deuxième solution, c'est de contrôler la production. Alors, quand on parle de contrôle de production, la solution la plus facile ou qui nous vient à la tête, c'est de contrôler les centrales thermiques, sauf que cette solution vient avec un coût, parce qu'arrêter et redémarrer des centrales thermiques, c'est assez cher. Alors, ce qui est plus souvent contrôlé, c'est surtout la production d'énergie éolienne, qui est plus simple et moins coûteuse. En 2024, 10% de la production d'énergie éolienne a été bridée au UK, et ce qui représente 8,3 TWh. C'est un coût parce que cette énergie qu'on n'a pas pu produire grâce à l'éolien a été produite avec des centrales thermiques ou autres. Et ce coût se manifeste autour de 393 millions de pounds. Et vu qu'on n'a pas produit avec des énergies renouvelables, ça a son équivalent d'émissions CO2, autour de 83 kilotonnes. Cette production représente l'équivalent d'énergie qui aurait suffi à alimenter des milliers de maisons ou de clients sur une année. Alors la solution pour ne pas brider les énergies renouvelables, ne pas limiter leur production et au contraire les maximiser, est le stockage de l'énergie. Et c'est ce que Total Energies, par exemple, a choisi comme une des solutions qu'elle apporte pour maintenir cet équilibre au niveau du réseau. Alors, bien sûr, c'est les batteries stationnaires, c'est des grands champs de batteries qu'on va venir utiliser pour équilibrer le réseau, absorber les baisses de demande, ça veut dire charger les batteries quand il n'y a pas beaucoup de demande sur le réseau, et les décharger quand il y a un pic. Et chez AWS, plusieurs clients optent pour les services AWS pour permettre de gérer ces systèmes dits BESS, BESS pour Battery Energy Storage System. Et les capacités dont on aurait besoin, c'est la gestion de cycle de vie des batteries. Donc, on a besoin de gérer les logiciels at edge pour pouvoir les contrôler, mais aussi de collecter les données à partir de ces batteries, pouvoir ingérer les données à haute fréquence. Ces assets génèrent énormément de time series. Alors, il faut pouvoir aussi faire de la détection d'anomalies et finalement pouvoir exécuter des algorithmes de trading et de monétisation pour gérer les cycles de charge et de décharge. Alors, on a une référence d'architecture qui est publique et qu'on va vous partager le lien à la fin de la session, qui explique comment on peut le faire. Notamment, on peut utiliser IoT Core et IoT Greengrass, qui sont la stack de services AWS qui permettent de contrôler les assets. Notamment, IoT Greengrass va permettre de communiquer avec les systèmes SCADA pour envoyer des commandes et récupérer les données. Et on va les envoyer sur le cloud avec IoT Core en communiquant avec des protocoles type MQTT. Pour faire de l'analytics en temps réel, on peut utiliser Apache Flink, le managed service, et aussi pour la détection d'anomalies et le dashboarding pour surveiller l'état des batteries, on peut utiliser Grafana et TimeStream pour stocker les données time series. Amazon S3, qui est le data lake de AWS,
pourra être utilisé pour stocker cette grande quantité de données afin d'entraîner des modèles en utilisant SageMaker. Et SageMaker va nous permettre de faire de la prédiction parce que toute la partie monétisation va se baser sur la prédiction de soit l'état de charge des batteries ou la demande sur le réseau. Et finalement, pour exécuter des algorithmes de statistiques et de monétisation, soit les clients peuvent opter pour EKS pour gérer ça en container et en microservices, ou AWS Lambda qui est le service serverless qui permet d'exécuter des scripts et des algorithmes. Et c'est aussi le choix qu'a fait Total Energies pour cette partie-là. Je passe la main à Yasmina qui va nous expliquer plus comment ils l'ont fait. Merci Khaled. Alors l'ambition de Total Energy est d'être un acteur majeur dans la transition énergétique pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Pour atteindre cet objectif ambitieux, Total Energy mise beaucoup sur le développement des énergies renouvelables. Alors on peut voir ici sur le graphique la courbe de production d'électricité avec des énergies renouvelables de Total Energy. On peut voir qu'en 2023, la production a atteint presque 19 TWh, ce qui représente la production d'électricité des ménages de Paris sur 5,2 ans. Et d'ici 2030, Total Energy projette de produire 120 TWh d'électricité à partir d'énergies renouvelables. D'ailleurs, une première victoire depuis mai 2024, Total Energy s'est hissé sur le podium des top 3 des électriciens renouvelables de France, ce qui prouve notre engagement sur cette ambition d'être acteur majeur dans la transition énergétique. Alors, quelques mots sur mon équipe. Alors, je fais partie de l'équipe Citizen Developer. Et au sein de Total Energy Trading, un Citizen Developer représente une personne qui développe. Alors, on a différents profils, des gens qui ont des backgrounds plus ou moins techniques. Et donc, la mission de notre équipe, c'est de leur fournir des outils adaptés à leurs besoins, mais aussi à leur niveau technique. Donc, on a des solutions de no-code, low-code, high-code et des services managés. Et donc, en plus, d'encadrer cette communauté Citizen Developer, nous sommes également mobilisés sur des projets en tant que ressources développeurs. Et c'est le cas pour le projet que je vais vous expliquer aujourd'hui, donc le projet BESS AFRR. C'est un projet à destination de la branche Power Trading, Trading Power and Gas Belgium, pardon. Donc c'est pour nos collègues de Liège, et c'est un projet de développement from scratch. On a été 2 développeurs à travailler sur ce projet, et le besoin business a été manifesté en avril 2024 et la mise en production a commencé en novembre 2024. C'est un projet qui s'est relativement rapidement mis en place. Alors ce projet permet d'explorer 2 opportunités business que je vais présenter aujourd'hui, l'AFRR et l'imbalance chasing. Alors on va commencer par l'AFRR. Pour comprendre ce que c'est l'AFRR, on va se positionner sur un cas de déséquilibre sur le réseau électrique. Alors ici, je vous ai représenté un cas où la production est beaucoup plus conséquente que la consommation électrique. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La fréquence sur le réseau électrique est trop grande. Et c'est évidemment un danger. Les plombs peuvent littéralement sauter. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? On va utiliser notre batterie pour aspirer le surplus d'énergie et rétablir l'équilibre sur le réseau, ce qui se traduit par la fréquence d'équilibre de 50 Hz. Et donc tout ce processus d'équilibrer et de maintenir le réseau électrique à une fréquence de 50 Hz s'appelle l'AFRR, Automatic Frequency Reserve Restoration. Ensuite, la deuxième opportunité business qu'on va exploiter avec ce projet, c'est l'imbalance chasing. On va tout simplement traquer le prix de l'électricité et on peut le voir sur le cercle vert. Donc à prix coûtant, on va acheter de l'électricité et recharger notre batterie. Sur le cercle vert, on retrouve les prix négatifs que nous a expliqué tout à l'heure Khaled. Et sur le cercle bleu, on peut voir qu'on a un pic de prix d'électricité. Donc on va vendre à ce moment-là notre énergie. Et donc ces 2 opportunités business nous permettent non seulement de monétiser l'énergie, mais en plus, toujours dans cette logique d'être acteur majeur dans la transition énergétique, on va aspirer le surplus d'énergie et au lieu de, dans des pics de consommation, reproduire de l'énergie, on va tout simplement injecter de l'énergie qu'on a récupérée à d'autres moments clés. Et donc pour exploiter ces 2 opportunités business, on va passer par le trading. Mais ça demande certaines contraintes à respecter. On a notamment la contrainte du temps réel.
L'électricité, on a besoin à un moment donné, il faut la fournir à ce moment. Et si on n'en a plus besoin, il faut la retirer. Ensuite, le deuxième point, on est sur du multimarché. On exploite déjà 2 opportunités en même temps. On travaille sur 2 tableaux en même temps. Il faut pouvoir gérer ces 2 besoins en même temps. Ensuite, on a de l'incertitude. C'est lié au fait qu'on dépend de l'offre et de la demande. Donc, il faut pouvoir anticiper les besoins des consommateurs, mais aussi la production des énergies renouvelables. Et enfin, on est sur du 24/7. L'électricité, on en a besoin de jour comme de nuit, du lundi au dimanche. Donc il faut pouvoir assurer un service fiable et de manière continue pour éviter les pénalités financières et de marché. Alors sur ce projet, on a 3 sources de données. On a tout d'abord le grid, le réseau électrique, qui va nous fournir des données sur la production électrique, sur la consommation, mais également la répartition. La répartition géographique, mais également la répartition entre la production et la consommation électrique. Ensuite, on a notre batterie, on va se baser sur ces données d'état de charge, sur les performances de la batterie, mais aussi on va prendre en compte la maintenance de la batterie. Et enfin, la dernière source de données, le marché. On retrouve les chiffres, on est sur du trading. On va retrouver les prix d'électricité, les tendances de marché et surtout la dynamique de l'offre et de la demande. Alors, les challenges techniques, les requirements de ce projet. Alors, on a ces 3 points principalement. On a tout d'abord la réactivité. Il faut savoir être réactif et répondre aux besoins en moins d'1 minute. Dès qu'on détecte que le réseau électrique a besoin de puissance ou on doit lui injecter la puissance, il faut pouvoir en moins d'1 minute lui fournir cette énergie. Ensuite, on a l'évolutivité. Ce projet doit être scalable. On doit pouvoir explorer de nouveaux marchés, mais également imaginer dans un futur proche ajouter des assets, pourquoi pas une nouvelle batterie. Et enfin, la disponibilité. Il faut pouvoir avoir une architecture assez stable et robuste pour qu'on puisse en permanence répondre aux besoins du réseau électrique, toujours dans l'optique d'éviter les pénalités. Alors voici l'architecture fonctionnelle qu'on a mis en place. On peut voir qu'on l'a scindée en 2 blocs. La première partie du projet est l'imbalance chasing. Donc elle s'occupe de capturer les opportunités business en s'appuyant sur les 3 sources de données que je vous ai présentées tout à l'heure. Ensuite, le second bloc, Power Aggregation Tool, va s'occuper de traiter cette opportunité de marché en transmettant les commandes à nos batteries pour répondre aux besoins du réseau électrique. Et sur ce bloc, on peut voir une nouvelle source de données, le barrage. Qu'est-ce qu'il fait là? Alors le barrage, c'est notre backup. Comme on est sur un marché instable qui va dépendre de l'offre et de la demande, donc le niveau de notre batterie va dépendre de l'offre et de la demande, il faut imaginer que dans un cas où on a un pic de consommation et que la batterie s'est complètement déchargée au niveau du réseau électrique, il faut bien que la batterie trouve une source d'énergie pour pouvoir répondre aux besoins du réseau. Et donc le barrage intervient à ce moment-là pour recharger la batterie et surveiller que la batterie ait l'énergie suffisante pour répondre aux besoins du réseau électrique. Alors maintenant, au niveau de l'architecture cloud, on retrouve donc les 2 blocs fonctionnels qui sont représentés ici par 2 comptes AWS différents. On a le premier compte Imbalance Chasing. On va à l'étape 1 récupérer, collecter toutes les sources de données via une lambda AWS. Ensuite, on va traiter à partir de ces sources de données à l'étape 2, faire tourner un algorithme qui va se positionner sur le marché. Donc, comme output sur cette lambda, on va avoir une position de marché. On va d'ailleurs journaliser toutes les données de ce compte dans une base de données Atlas MongoDB que vous pouvez voir à l'étape 3. Et donc, l'imbalance chasing va nous retourner une position de marché qu'on va transmettre au Power Aggregation Tool via des Event Bridge à l'étape 4. Et une fois que la donnée de position marché est arrivée au niveau de la compte Power Aggregation Tool, on va avoir un algorithme au numéro 6 qui va tourner la logique pour pouvoir se traduire à partir de cette position de marché, la puissance exacte à injecter à la batterie. Et on retrouve à l'étape 5, c'est une étape asynchrone en fait, où on va récupérer les données du barrage qu'on va stocker dans un bucket S3 et c'est à partir de ces données que notre algorithme va tourner à l'étape 6.
donc mon retour d'expérience par rapport à ce projet et par rapport au service AWS. Tout d'abord, au niveau du développement, la mise en place de l'architecture a été... On l'a mis en place assez rapidement grâce aux building blocks fournis par AWS. Au niveau développement, on a pu voir tout à l'heure sur l'architecture qu'on utilise beaucoup de Lambda, donc beaucoup de serverless, qui nous a permis vraiment de juste nous concentrer sur l'aspect algorithmie du projet et non sur plutôt de l'administration système ou l'administration réseau. D'ailleurs, la Lambda nous a permis d'utiliser très facilement d'autres services AWS. C'est très simple de se connecter et de pouvoir utiliser d'autres services. Je pense notamment à l'EventBridge ou à la QSQS. Alors, au niveau des coûts, c'est un projet avec un retour d'investissement nettement positif. Le business est très content des résultats de ce projet. Mais également au niveau des ressources du projet, on n'était que 2 développeurs à travailler sur ce projet et des ops qui ont été mobilisés de manière ponctuelle pour l'architecture cloud. Ensuite, au niveau de l'évolutivité, on est en train de travailler en ce moment pour scaler ce projet, intégrer de nouvelles batteries, de nouvelles assets et également explorer de nouveaux marchés. Donc c'est un projet, c'est un retour assez positif de notre côté Total Energy. Je te laisse la main, Christophe. Merci Yasmina pour ce retour d'expérience plein d'énergie au final. Donc on va prendre quelques minutes pour prendre un petit peu de recul et s'interroger sur ce que sont les critères qu'on constate généralement chez nos clients, dont Total Energy, pour construire des solutions pour exploiter des données, sur des opportunités nouvelles qui surgissent subitement. Alors le premier critère qu'on constate habituellement, c'est le critère de l'ordre de grandeur. Donc pour le dire simplement, c'est quel est mon volume de données, où sont-elles localisées physiquement, qu'est-ce que ça représente en termes de données. Le deuxième critère, c'est la variabilité. Donc là, c'est plutôt des critères d'usage. Est-ce que je vais avoir des flux importants, des pics de données, des pics d'utilisation? Est-ce que je vais avoir besoin de monter ou descendre en termes de la taille de mes tuyaux? Le troisième, la promptitude, donc traduction approximative pour dire le time to market, c'est-à-dire que là, dans le cadre de Total Energy, on a une opportunité qui est apparue sur le marché belge, on avait des batteries, il fallait le plus rapidement possible la saisir et en un temps somme toute assez rapide, entre avril et novembre, mettre en place un projet et tout de suite en tirer un bénéfice. Le quatrième critère, l'intégration, donc là ça s'adresse plus aux développeurs et aux techniciens au final, c'est la capacité à pouvoir se plugger sur différentes API, intégrer différentes sources de données, peuvent être assez variables, et puis utiliser d'autres outils du marché, d'autres outils clés en main qui vont permettre de traiter le cas de bout en bout. Et enfin, le dernier critère, ce n'est pas des moindres, c'est le critère économique, parce qu'il faut que l'équation, au final, elle soit positive pour le client. Donc, idéalement, on n'a pas un investissement trop énorme en démarrage pour conduire ce type d'opportunité. Alors, on peut se poser la question, comment faisait-on avant, le monde d'avant, quelque part? On partait généralement des 2 premiers critères, les critères les plus physiques, ceux de l'ordre de grandeur et de la variabilité, parce que concrètement, ça se manifeste par quoi? Des machines. Et par machine, j'entends à la fois des serveurs pour faire le traitement, mais aussi la partie réseau, la partie tuyauterie, si on peut dire. Et pour obtenir ces machines-là, on va introduire des délais et de la complexité qui vont venir avec. Les délais, c'est parce que les machines, on ne les a pas forcément sur étagère, il faut les commander. La complexité, on va avoir besoin de personnes, de ressources, pour pouvoir faire ces intégrations-là, installer les logiciels et les maintenir. Et puis, au niveau des ressources nécessaires, il y a les ressources humaines, mais les ressources aussi économiques. Ça représente un investissement. Tout ça, ça va venir mettre un coup de frein à nos autres critères. On va avoir potentiellement des problèmes de time to market, problème à s'intégrer facilement, et puis l'équation économique n'est pas forcément la meilleure. C'est là où on a expliqué un petit peu, et Yasmina l'a fait, les atouts du serverless par rapport à ça, notamment pour des profils de type de l'équipe des citizen développeurs. C'est la capacité à pouvoir n'avoir aucune machine à gérer, s'adapter à la charge nativement. Les capacités sont natives côté serverless. Les intégrations pour les développeurs, c'est particulièrement facile de pouvoir tirer des services et construire des architectures. Ça en accélère le développement et, bien sûr, aussi, une des promesses du serverless, c'est d'avoir une optimisation selon l'usage, d'un point de vue financier. Mais il y a aussi d'autres atouts qui sont moins souvent mentionnés, mais qui font partie du panorama des solutions qui ont été déployées ici. C'est des capacités natives d'observabilité et d'audit sur ces composants serverless.
Une sécurité aussi by design, par défaut, hein, dans la façon dont ils ont été construits. Et puis aussi des capacités de continuité de service. C'est important pour le 24/7 d'avoir une résilience, une capacité à avoir un failover automatique en cas de problème. Tout ça, c'est transparent pour les clients. Et enfin, non des moindres, la possibilité de s'ouvrir à de nouvelles architectures. Donc des architectures orientées microservices, hautement distribuées. C'est des capacités qu'on peut assez facilement aussi mettre en place grâce au serverless. Alors, si on se concentre sur le service phare du serverless chez AWS, donc AWS Lambda, donc service de fonction serverless, on a en entrée des événements, la fonction qui fait l'exécution et en sortie un grand nombre de destinations variables. Donc c'est déjà un début d'architecture quand on part de là. Et l'un des intérêts majeurs que l'équipe de Yasmina a rencontré avec Lambda, c'est que déjà, ça supporte une large gamme de langages qu'on peut exécuter sur les fonctions. Donc ça peut s'adresser à différents profils d'utilisateurs, plus ou moins techniques. Peut-être des gens qui ont des facilités sur le Python ou autres se sentiront plus à l'aise de cette façon. Autre chose qu'on doit aussi considérer avec Lambda dans le cadre de traitement de données, pour l'exploitation de données, c'est les limites du service. Elles ne sont pas si petites que ça. Elles sont même suffisantes pour tout un tas de traitements. Et il y a aussi la capacité à pouvoir importer des images assez volumineuses sur les fonctions, des images conteneurisées. Et grâce à ça, on peut aussi embarquer des librairies de traitement de données. On peut utiliser Lambda Layers pour le faire. Et typiquement des librairies volumineuses, type Python, des librairies scientifiques de calcul. Ça peut aussi permettre d'héberger ces logiques de calcul, ces algorithmes directement sur les fonctions. Un autre cas dont on a à peine effleuré aussi, qui a été mentionné par Yasmina avec les intégrations et avec Lambda, c'est les cas d'usage où on va avoir du temps réel. Alors, on n'est pas tout à fait sur du full temps réel dans le cas précis, puisque là, on est sur des ordres de grandeur qui sont sous la minute. Mais si on doit avoir des ordres de grandeur qui sont au niveau de la seconde, on peut considérer un service tel que Kinesis Data Streams. Donc, on va streamer les données. Et là aussi, c'est géré nativement, c'est du serverless, et ça s'intègre assez facilement avec AWS Lambda comme une destination possible. Donc là, on a aussi un pattern qui est intéressant à mettre en place. Alors maintenant, on va essayer de faire un petit exercice intellectuel et voir qu'est-ce qu'on pourrait faire comme axe d'amélioration. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme axe d'amélioration pour les deux briques fonctionnelles qui ont été décrites par Yasmina. D'un côté, le Power Aggregation Tool, de l'autre côté, l'Imbalance Chasing. Donc on sait que le Power Aggregation Tool prend en entrée des événements. Il y a un enchaînement d'étapes et de contrôles et on a besoin d'orchestrer une logique entre ces fonctions, entre ces contrôles. Donc il y a des embranchements. Et typiquement, service aussi serverless qui pourrait nous aider à faire ceci, c'est un orchestrateur. Donc on a deux services principaux qui sont proposés côté AWS pour le faire. D'un côté, Amazon Managed Workflows for Apache Airflow, que je vais décrire brièvement. Et de l'autre côté, l'autre service natif pour faire l'orchestration en serverless, AWS Step Function. Voilà, ça c'est un premier point. Côté Power and Balance Chasing, qu'est-ce qu'on sait? Donc on a appris que d'un côté, les traders prennent des positions en se basant sur un ensemble de variables, beaucoup de sources de données. Et la prise de décision, en fait, sur ces positions de trading, concrètement, c'est quoi? C'est des prévisions. On essaie de prévoir où va se trouver le marché à un moment donné. Et donc, qui dit prévision, dit prédiction. Et ces prédictions qu'on va construire, il faut un moyen de les contrôler et de les améliorer au fil de l'eau, itérativement dans le temps. Et pour ce faire, on a le service Amazon SageMaker Canva, qui est aussi un outil low-code, no-code, qui permet aussi de construire des modèles. Et on va voir aussi un petit peu comment on peut se reposer sur lui pour faire ses prédictions. Alors, commençons succinctement avec Managed Workflows for Apache Airflow, donc un orchestrateur du marché assez connu. Et sur ce service-là, il va être proposé de façon managée, donc il va être directement installé pour vous. Les mises à jour seront prises en charge par AWS. Les capacités de scaling aussi, la sécurité de manière native et la maintenance, vous n'avez pas de patching particulier à faire. Le service est managé, ça vous permet directement d'opérer, d'utiliser votre orchestrateur et de le mettre dans les mains d'utilisateurs qui ne sont pas forcément des développeurs, ça peut être des power users ou autres. L'autre service que j'évoquais, c'est donc AWS Step Function, qui est le service serverless qui permet de faire nativement de la construction de workflow. Donc concrètement, derrière, on a une machine à état avec différentes étapes qui permettent de passer d'une étape A à une étape B. Ça gère de l'orchestration, ça permet de faire des embranchements.
Et la grosse plus-value ici de Step Function, c'est son Workflow Studio, son éditeur visuel, qui permet de faire du glisser-déposer. Donc c'est particulièrement utile et adéquat pour des populations type Citizen Developer. On va avoir des profils techniques assez variés. Ça permet d'avoir un outil commun, simple de prise en main pour faire ces intégrations et pour pouvoir mener une orchestration de bout en bout. Et une des capacités assez intéressantes de Step Function, c'est la capacité à importer ou exporter des définitions de workflow. Donc on a un format derrière, un format de langage propriétaire, propre à Step Function. Et on peut importer ou exporter des définitions, ce qui fait qu'au sein d'une équipe, on peut se les partager, on peut assez facilement les réimplémenter, travailler dessus, les versionner. Parmi les autres capacités de Step Function, on le mentionnait, en tant que service serverless, on a tout un tas d'intégrations natives possibles avec une grande variété de services. Je ne vais pas tous les décrire. Vous les voyez sur la slide, ils sont nombreux. Et encore, la liste n'est pas complète. Et au niveau des patterns, on peut faire du synchrone, de l'asynchrone ou des traitements avec des pauses. Alors les pauses, c'est intéressant parce que ça permet d'injecter dans le workflow des traitements manuels par des humains. On peut très bien avoir un workflow, on va avoir quelqu'un qui va appuyer sur un bouton à un moment donné pour faire le contrôle. Et on s'intègre aussi nativement avec des API aussi, vers l'extérieur. Alors, maintenant, si on parle des patterns, des designs qu'on peut potentiellement mettre en place en intégrant Step Function au beau milieu, pour ce qui est du traitement de données, on peut faire du batch, donc du traitement par lot, assez facilement. On intègre Step Function, Lambda, et ensuite on peut initier des traitements par batch via un scheduler. On peut faire du temps réel ou quasi temps réel aussi, en se connectant sur Event Bridge Pipes, par exemple, avec Step Function. Donc on va pouvoir avoir ce flot de données qui va aller d'un point à un point B et l'orchestrer en quasi temps réel. Et le dernier type de traitement dont je voulais vous parler, c'est les traitements de type distribué. Donc c'est sur une base d'informations, une base de data qu'on peut avoir. On va vouloir faire des itérations qui vont permettre d'aller exécuter le même workflow ou des workflows différents plusieurs fois à l'échelle, en parallèle. Et ce qui est intéressant avec ce pattern, ce design, c'est qu'il est natif aujourd'hui à Step Function. Ça fait partie des états qui s'appellent distributed map, qui font partie des capacités par défaut de Step Function. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir une implémentation d'architecture particulière pour le mettre en place. Le service le gérera pour vous directement. C'est une vraie plus-value. Alors, parlons maintenant de SageMaker Canva, donc sur la partie in-balance chasing, là où on veut faire des prédictions pour aider à améliorer les prises de position de trading. Alors, on peut se poser la question, qu'est-ce que exactement Canva? Parce que SageMaker, on en entend parler beaucoup, il y a énormément de services qui sont attachés à celui-ci. Donc récemment, ça a été regroupé sur SageMaker AI, et si vous allez sur la console, vous pourrez voir un lien Canva. Et Canva, c'est l'équivalent d'un IDE, tout se passe dans la console, et ça permet de faire du machine learning en no-code. Donc vous pouvez le mettre dans la main de vos power users, différents niveaux de compétences techniques. On n'a pas besoin d'avoir une expertise forte en machine learning pour l'utiliser. Et ça va gérer pour vous l'intégralité du cycle de vie, de la création, de l'entraînement d'un modèle machine learning pour faire des prédictions, jusqu'à son déploiement via un endpoint mis à disposition pour d'autres applications. Ça permet d'adresser de nombreux problèmes métiers. Par défaut, quand on va sur SageMaker Canva, on a la possibilité d'avoir des suggestions de domaines métiers, de problématiques à résoudre avec du machine learning. Et dans le cas ici de ce qu'on a vu avec Total Energy, notre problème métier, c'était d'être capable de prévoir des demandes et prévoir des ventes à un moment donné, faire ces prédictions-là. Et de l'autre côté, on reçoit en entrée, en termes de données, beaucoup de time series provenant des batteries et provenant des opérateurs. Et donc au milieu, on va essayer de faire tourner un modèle pour faire ces prédictions-là. Alors, comment déployer et intégrer ces modèles? Je vous le disais, on a une interface visuelle qui est assez simple d'utilisation. On procède par étapes et on a des capacités à se connecter à des sources de données existantes, premièrement. On va ensuite construire son modèle. On va pouvoir le tester de manière unitaire, en demandant une prédiction unitaire, ou par batch, ou par lot. Donc un ensemble de prédictions sur un plus grand nombre de données. On va avoir aussi des capacités à évaluer et avoir la pertinence, avoir des scores, des critères. Et in fine, quand on considère qu'on est au bout du cycle de vie du modèle et qu'on veut le déployer, on peut aussi nativement, en quelques clics de bouton, déployer un endpoint qu'on pourra ensuite appeler via une API
directement. Donc, par exemple, via AWS Lambda, on fait une implémentation du SDK dans AWS Lambda et on va aller attaquer notre endpoint pour effectuer ces prédictions. Voilà. Donc c'est assez simple d'usage et voilà, c'est une évolution possible pour la partie prise de position et sortir peut-être d'un algorithme écrit en dur à la main dans une lambda pour peut-être faire une abstraction au niveau d'un composant AI/ML et utiliser un modèle pour le faire à la place. Voilà. Alors, on arrive au terme de cette présentation. On va aussi prendre un petit peu de recul pour voir ce qu'on a appris aujourd'hui. Alors, c'est regroupé en 3 points majeurs, 3 points principaux. Premièrement, ce qu'on a vu, ce qui a été principalement présenté par Alès, c'était l'évolution du secteur énergétique, les opportunités que ça suscite, mais aussi les challenges qui viennent avec. On est dans un milieu qui est particulièrement mouvant ces dernières années et ça ne fait que croître. AWS propose des solutions à même de traiter ces cas d'utilisation, particulièrement pour l'énergie sur les batteries. Et puis on a pu découvrir plus précisément le métier des équipes de trading côté Total Energy sur deux parties très particulières, donc la FRR et l'imbalance chasing, qui sont des termes techniques qui ne sont pas forcément connus du grand public, mais ça nous rend un service au quotidien. On a pu voir aussi l'importance du serverless, la façon dont il a été utilisé aujourd'hui par l'équipe Citizen Developer côté trading. Moins de code, plus d'intégration, d'où des développements accélérés, la capacité d'aller très rapidement en production et d'obtenir un ROI aussi très rapidement. Donc ça, c'est important quand on veut attaquer un marché et être tout de suite présent facilement et exploiter des données nouvelles, entrantes. On pourra retenir aussi que les architectures mises en place sont légères. Il y a au final assez peu de composants et particulièrement évolutives. Ça s'intégrait facilement, ça s'intégrera facilement avec d'autres composants si on veut faire grossir l'application. Et enfin, en dernier point, les idées pour aller plus loin qu'on a pu aussi apercevoir. Ce type de projet va sans doute évoluer. Il y aura sans doute des discussions à un moment donné pour savoir si d'autres services low-code, no-code peuvent être intégrés, si on peut avoir des couches supplémentaires, s'il y a besoin d'avoir plus de logique. Et dans ce cas-là, on pourra penser à d'autres services tels que Step Function, SageMaker Canva, et toujours au bénéfice de l'exploitation de la donnée de manière efficace et optimale pour nos clients. Quelques pointeurs pour vous. Donc, je vous invite à les capturer si vous le souhaitez à l'écran. Donc, ce qu'avait évoqué Khaled, c'était donc l'architecture de référence sur les batteries. Donc, si vous voulez voir un peu ce qu'on propose comme architecture pour pouvoir les utiliser au mieux, aussi de manière native avec des services managés et assez souvent du serverless. Au milieu, un pointeur vers notre section Energies and Utilities. Où vous allez retrouver tout un tas d'informations sur la façon dont on adresse ce secteur, cette industrie particulière. Là aussi, on a des solutions qui sont spécialisées, dédiées. Et enfin, une suggestion de workshop, si vous voulez mettre les mains un petit peu dedans et puis tester dans un environnement workshop studio, vous avez la possibilité de faire ce workshop-là pour vous rendre compte par vous-même des capacités. Voilà, c'est la fin. Merci à tous. N'oubliez pas de scanner le QR code et puis de remplir le formulaire pour noter la session. Et puis un grand merci d'être venu. Merci aussi à mes collègues et merci à Yasmina et puis aux équipes Total qui sont présentes aussi aujourd'hui dans la salle. Merci beaucoup.